Oh yeah. Là maintenant j'ai peur parce que je ne vous vois plus. Bon, c'était très intéressant cette histoire des croyances, et en même temps, tout le monde s'en fout. Mais c'est intéressant, j'ai discuté hier avec Martin Latulipe au téléphone, et il y a une chose qu'il n'a pas rajoutée tout à l'heure, mais ça a son importance. Quand il a commencé à vouloir se faire cette histoire sur YouTube, vous devez savoir qu'à ce moment-là, Fabrice, quand je parle avec lui, il n'a pas de Facebook, il n'a aucun réseau, il est sur aucun réseau social. Je dis, je t'envoie un mail, il me dit, mais en ce moment, je n'ai pas d'ordinateur. Et là, tu dis, mais tu t'attaques quand même à un truc qui s'appelle YouTube, avec tu veux avoir une visibilité, et en même temps, j'ai trouvé ça juste génial qu'une personne tellement détachée de tout ça puisse avoir un tel succès. Et c'est ça qui est intéressant, c'est peut-être parce qu'il était tellement détaché de tout ça que « Et tout le monde s'en fout » a eu un vrai succès parce que du coup, il a pu faire quelque chose de nouveau et d'incroyablement authentique. Voilà. Et je trouve que en un an et demi, prendre 465 000 abonnés, je ne sais pas si vous représentez ce que ça donne, ce que ça pousse. Et les capsules sont vraiment intelligentes, elles sont bien pensées, elles sont bien données, c'est vraiment super bien monté. Et une fois encore, ça nous explique à quel point tout n'est pas qu'une question de moyens. C'est vraiment une question de créativité. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, tout est à inventer. J'avais une discussion avec Jacques Attali il y a de ça 3 ans, qui me disait « David, 80% des produits qu'on consommera dans 20 ans n'ont pas encore été créés. » Mais juste de comprendre cette idée-là, c'est important de comprendre que tout est à faire. Et qu'il faut toujours faire selon ton intuition et puis assumer derrière. Lorsque vous êtes venu la dernière fois, en tout cas si vous êtes venu la dernière fois, vous avez vu que j'avais partagé cette scène avec mon frère de cœur Yannick, qui est là. Yannick, oh yeah. Et que si vous avez attendu jusqu'au bout, vous avez vu à quel point on était très très bons chanteurs, logiquement. Mais c'est intéressant parce qu'une fois encore, cette année, quand on a fait le lancement de la NBS, on a fait tout ce que les autres nous disaient qu'il ne fallait pas qu'on fasse. On a fait 3 émissions de 2 heures, on a monté une émission de télé à chaque fois. Les personnes nous disent « mais non, mais c'est trop long, 2 heures ». Après, on disait « surtout, hein, vous ne leur donnez pas la capacité de pouvoir avancer ». Je me dis « mais t'es fou, 2 heures ». Moi, c'est une prise d'otage. Je peux comprendre ce choix marketing sur une demi-heure, mais 2 heures, hors de question. Donc les personnes nous disaient, mais les personnes ne vont pas aller jusqu'au bout. Eh bien, figurez-vous que les personnes sont allées jusqu'au bout, parfois en plusieurs fois, c'est vrai. Mais par contre, le retour qu'on a eu, il était phénoménal. Et toutes les personnes, parce qu'il y en a eu quand même pas mal, qui nous ont dit, les gars, vous allez dans le mur. Et nous, on s'est posé la question à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et on a fait le choix d'assumer. Écoute, on se plante, mais on ne peut pas faire un truc entre deux. Vous devez comprendre qu'en fait, les choix qu'on va faire, les choix de vie, c'est rarement des choix qui doivent être entre deux. Tu es ou d'un côté de la route ou de l'autre. Mais si tu te promènes au milieu, il y a des chances que d'un côté ou comme d'un l'autre, tu te fasses choper. Et en fait, être d'un côté de la route ou d'une autre, en fait, ça s'appelle l'authenticité. Et c'est important de prendre des risques. C'est important aussi de ne pas se mettre en danger, mais c'est important de prendre des risques et se dire, OK, et si ça ne fonctionne pas? Et si même on se massacre avec cette idée, en vrai, on va survivre. Je vous dis ça pourquoi? Parce que toutes ces mêmes personnes qui nous ont dit « ça ne marchera pas », après nous ont dit « texto, les gars, vous êtes des enculés ». Parce que maintenant, vous avez mis en place un standard dans l'industrie qu'on va avoir du mal à pouvoir concurrencer. Parce qu'il va falloir sortir quelque chose d'aussi beau, d'aussi novateur, et l'offre que vous avez, dans laquelle vous accompagnez chaque individu à travers un coaching, on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'a pas une école de coaching, nous. C'est-à-dire que
au départ, on va toujours essayer de prouver que ce que vous faites ne fonctionnera pas. Et vous allez vous rendre compte que c'est tout le temps pareil. Tu veux innover, tu veux avancer, tu veux changer de conjoint. On va dire, mais non, mais tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas ce que tu gagnes. Oui, mais je sais très bien ce que je suis en train de perdre. Et j'ai envie de le perdre, figure-toi, qui est quand même Et ça, c'est juste important de comprendre qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des personnes pour vous dire « ne le fais pas ». Vous savez pourquoi ils vous disent ça? Ils ne sont pas en train de vous dire « ne le fais pas » parce que c'est pour toi. Ils sont même capables de rajouter « tu sais, moi je dis ça, c'est pour ton bien ». Donc quand quelqu'un va te dire « si je te dis ça, c'est pour ton bien », c'est quoi? Tu fais l'inverse. Parce qu'en fait, c'est pas pour ton bien à toi, c'est pour son bien à lui. En vrai, c'est ça. C'est pas, je fais pas ça, je te dis pas ça parce que je suis profondément bienveillant et que mon rêve, c'est que tu réussisses dans la vie. Non, je fais ça parce que si tu réussis, tu me mets dans la merde. Parce que si tu réussis, tu prouves que, en s'exposant, en prenant des risques et en osant. Vous connaissez ce bouquin qui s'appelle « Oser, trembler mais oser ». Et bien, si tu trembles et que tu oses, en vrai, tu vas me renvoyer à moi cette idée complètement dingue que finalement, je ne le fais pas. Et tu sais ce qui va se passer après ça? Ta réussite va me renvoyer à ma médiocrité. Vous comprenez déjà une grande partie de ce que Fabrice expliquait tout à l'heure à travers son passage sur les zones d'ombre, c'est que finalement, on est toujours en confrontation de l'ombre des autres, des peurs des autres. Mais qu'à un moment donné, c'est important d'écouter cette vibration intérieure qui va faire que vous savez que c'est un vrai risque, vous savez que peut-être ça ne fonctionnera pas, mais il faut y aller. Et vous savez, cette année, ceux qui ont fait des lancements et qui l'ont fait à la traditionnelle, se sont quasiment tous plantés sans aucune exception. Et quand ils nous ont dit « alors ?» et qu'on a commencé à donner les chiffres, ils nous ont dit « les gars, bravo, on ne s'attendait pas à ça ». Ce que je veux dire par là, c'est que on est tout le temps en contact avec ses croyances, limitantes, ressources, et on sera toujours, surtout, en contact avec les croyances limitantes et ressources des autres. Et c'est important de comprendre à quel point cette dimension sociale, elle est en fait, en vrai, ultra limitante quand on va parler de croyances et d'émotions. Parce que, en fait, tout ce qui se joue dans la vie se joue dans une dimension dans laquelle je vais mesurer qui je suis par rapport à l'autre. Parce que nous sommes des êtres socialisés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est des êtres socialisés parce que nous sommes des êtres déjà psychodépendants à la base. C'est-à-dire que l'être humain est le seul animal qui ne peut pas s'en sortir tout seul. Une fois qu'il est né, il va avoir besoin d'attention, il va falloir qu'on s'occupe de lui, qu'on le nettoie, qu'on le lave, qu'on le fasse à manger. Bon, discuter, ça sera pour plus tard, parce que la conversation au départ, c'est pas ça. Mais tout ça, là, rentre dans un processus que Jung appellera le processus de pré-individuation. Je vais créer, grâce à ce rapport que je vais avoir avec le bébé, une première forme d'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, en clair, ton cerveau, il n'est pas formaté. Moi, il y a un truc que je trouve phénoménal, quand je regarde, par exemple, mes chiennes à la maison, c'est de voir à quel point la dimension instinctive, elle est parfaite. De voir comment un animal, il a l'instinct de courir, de chasser, d'observer, de regarder, de sentir, d'entendre. Moi, je crois une chose, c'est que mes chiennes, elles sont 10 000 fois plus en pleine conscience que moi, ça c'est certain. Et c'est beau à regarder. Mais elles sont limitées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'aurai pas de grande conversation avec elles. Ou parfois, si je parle, c'est pour être sûr que je ne vais pas être remis en question. D'accord ? Mais sinon, indépendamment de tout ça, nous, les êtres humains, on va avoir un processus de développement qui passe par l'autre. L'autre, ce sont nos éducateurs, ce sont nos figures parentales, nos parents, nos frères, nos sœurs. Et on va jouer de cette relation par mimétisme.
dans un premier temps. Parce que tant que mon cerveau, il n'est pas arrivé à une certaine forme de maturité, et en fait, les neuroscientifiques parlent de maturité neurologique vers l'âge de 22 ans. Ok, pourquoi? Parce que la dernière partie du cerveau, qui s'appelle le lobe préfrontal, qui a un rôle très important, parce que c'est lui dont on va parler aujourd'hui. C'est de lui dont je vais exposer son mode de fonctionnement pour beaucoup quand je vais parler des émotions. Pourquoi? Parce que dans le lobe préfrontal, vous allez avoir cette zone dans laquelle on va pouvoir avoir la conscience de nos émotions. Et quand on parle d'intelligence émotionnelle, on ne peut pas exclure ni la logique de conscience, ni la logique de soi. Vous allez comprendre tout ça. Mais comprenez une chose, c'est que toutes les émotions que vous avez aujourd'hui, elles ont déjà été orchestrées et organisées très tôt. Parce que vous avez observé autour de vous. Vous avez observé que, à chaque fois que ta mère rapprochait la cuillère et qu'elle faisait... Logiquement, si tu faisais pareil, tu avais une récompense. Ok? Parfois, tu testes des trucs du style... Mais quand tu vois la réaction de ta mère qui a reçu la purée sur son dernier corsage plutôt violente, tu t'aperçois que c'est peut-être pas le moment. Ok? Mais une fois encore, toute cette logique de mimétisme, elle est inscrite dans nos sociétés. Et ne croyez pas que les choses s'arrêtent avec notre éducation, parce que tous les jours, vous et moi, nous sommes à la recherche de la logique émotionnelle. On veut savoir comment gérer nos émotions. Comment on fait ça? En observant les autres. Alors, il y a quand même des choses qui sont fabuleuses. C'est par exemple le cinéma. L'art a toujours été un moyen incroyable de transmettre des émotions. Parce qu'il y a des scénographies, il y a des œuvres, tu ne peux pas être insensible face à ça. C'est-à-dire que le gars, il a mis une telle vibration dans ce qu'il faisait que quand tu la regardes, tu sens cette même vibration. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, dans le temps, on s'extasiait devant une image. Okay? Après, on s'est extasié devant le cinématographe, où les mecs disaient, maintenant on est capable de mettre plusieurs images à côté, et ces images, elles montrent le mouvement. Après, on est allé dans le mouvement, mais il fallait lui donner des émotions, parce qu'on s'est dit, mais du mouvement sans émotion, ça ne sert à rien. On a commencé à intégrer la musique. Le cinématographe s'est adjoint les services d'une dynamique émotionnelle qui s'appelle l'émotion. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remarqué à l'époque que tu ne pouvais pas maintenir ton attention, tu ne pouvais pas donner une compréhension de ce que tu offrais au public si tu n'étais pas capable de le mettre dans un état émotionnel. Et qu'à l'époque, la seule chose qui permettait d'être en contact avec les émotions, c'était la musique. Et puis un jour, ils ont commencé à trouver le moyen à ce que l'acteur qui est en train de jouer la scène puisse verbaliser ce qu'il est en train de dire, et du coup, là, tu vas comprendre. Bon, ils vont quand même garder la musique parce que parfois, c'est pas assez étonnant. C'est-à-dire que c'est pas assez même détonnant. Quand tu regardes, par exemple, l'une des séries les plus incroyables du monde, et je pèse mes mots, quand tu regardes Amour, gloire et beauté. Non, je trouve ça génial parce que ma mère, je la vois une fois par mois, et quand j'y vais le matin, même si ça fait un mois que j'ai pas vu Amour, gloire et beauté, je comprends l'histoire. Parce que les mecs, ils sont tellement longs. Et à un moment donné, Kevin, on ne peut pas laisser notre mère faire ça. Elle a détruit la famille. James. Mais les mecs se disent, tiens, on va rajouter un peu de musique. Parce que quand tu rajoutes un peu de musique, c'est plus la même quand le mec va dire Kevin. Et là, toi, si le Kevin, avant, tu t'en foutais complètement, là, le Kevin, il devient essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'industrie du cinéma
qui est maintenant, rappelons-le, l'art populaire le plus en contact avec le monde, toute cette industrie a compris une chose. Tu veux transmettre un message, tu ne peux le transmettre qu'avec une émotion. Et si tu le transmets avec une émotion, si tu arrives à ce que la personne, elle ressente l'émotion que l'acteur il est en train de jouer à ce moment-là, tu as tout gagné. Donc en fait, nous, on pense que nous sommes des êtres qui avons arrêté d'apprendre l'intelligence émotionnelle. Mais tous les jours, mes chouchous, on vit des émotions. Regardez ce qui s'est passé cette année avec les championnats du monde de football. Ou alors, le week-end dernier, avec les championnats du monde de handball. Franchement, bonne année pour le sport français. En tout cas, l'année 2018, c'est bien terminé. L'année 2019 commence plutôt pas mal. Mais c'est incroyable, comme si tu remets les choses dans le contexte. On a à peu près 22 mecs sur un terrain qui courent après un ballon dans lequel on a mis de l'air. Avec, on leur dit « Ah non, je te préviens, tu n'as pas le droit de sortir. » Alors, et on leur dit « Tu sais quoi ?» Non, parce que c'est des footballeurs quand même. Non, pas plus 4 non plus. Si tu mets le ballon dans la cage, tu gagnes. Et je te dis ça parce que comme tu es le capitaine, il faut que tu ailles expliquer ça aux autres. Bon les gars, venez ici. Venez ici, venez. Bon, les lignes blanches, on ne les dépasse pas. Les lignes blanches. Bon, les traits. Les traits, tu ne les dépasses pas. Tu restes là à l'intérieur et on va se passer le rond. Et on doit le mettre ensemble dans le carré blanc qui est là-bas. Oui, avec les traits. Tu dois le mettre dedans aussi. T'as compris? On va jouer quand même. Ah oui, c'est sérieux, parce que si tu mets le ballon là-bas, on gagne. Qu'est-ce que tu gagnes? Entre 2 et 3 millions d'euros par mois. Oui, je sais, c'est complètement con. T'as pas sauvé une vie, t'as mis un ballon là-bas. Mais c'est ce que ça vaut. Ah! Par contre, tu sais que si tu le fais tout seul, c'est nul. Mais que si tu le fais avec nous, et qu'on arrive à montrer à ceux qui vont nous regarder, parce que c'est que ceux qui nous regardent qui vont payer en fait la publicité qui va permettre aux publicitaires d'être... Bon, garde les traits. Garde les traits. Mais si on fait ça ensemble, le mec qui nous regarde, il va vivre une émotion. Et quand il vit une émotion, bah, il est prêt à payer. 2 millions de dollars par mois. Ou d'euros, ça dépend où tu joues. Si tu ne crées pas d'émotion, si tu ne sais pas jouer en équipe, si tu ne sais pas jouer tout court, de toute façon, tu ne gagnes rien. Voilà. Et en fait, l'exaltation qu'on a tous les jours dans le sport qu'on va regarder, c'est génial. Hein. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai toujours trouvé incroyable. Vous avez remarqué combien, j'en fais partie, hein, donc je ne m'exclus pas, hein, combien on a un bac plus 25 en football quand tu ne joues pas au football. C'est-à-dire que toi, moi par exemple, j'ai jamais fait de football de ma vie. Un truc que Mais par contre, quand il y a championnat du monde, mais non, les gars, complètement con. Non mais c'est pas la peine d'être payé comme ça, et voilà, je peux le faire. Bah non, je peux pas le faire, en fait, en vrai. Je peux pas le faire. Mais il y a toujours des bacs plus 25, ok? Et ces bacs plus 25, ils ont conscience que c'est pas un exercice facile. Et plus on a conscience que c'est pas un exercice facile, mais qu'il se passe quelque chose, et plus on va ressentir une émotion. Plus on va ressentir une émotion, et plus en fait on va recevoir des décharges chimiques dans notre cerveau qui nous font vivre la chose encore mieux, et qui nous envoient un message, tu sais mon gars, au final, je veux juste que tu te rappelles que quand tu as cette chimie-là dans le cerveau, tu es heureux. Comment? Je ne sais pas. Moi, par exemple, j'étais en France en 98
quand on a été, il y a 20 ans, champion du monde. Tout le monde dans la rue. T'avais les gars, on n'a pas gagné le prix Nobel, on n'a pas gagné une guerre, la guerre ne s'est pas arrêtée. Il y avait moins de monde quand la guerre s'est arrêtée en 1945 que quand on a gagné en 1998. Est-ce que vous pourriez imaginer ce truc-là? Avec des mecs qui sont dans 2 traits et qui courent après une balle qu'on a remplie d'air et qu'on doit mettre dans un carré blanc. Bon, je sais que c'est réducteur dit comme ça, je reconnais. Mais comprenez une chose, en fait, c'est que nous sommes tous en quête permanente de voir des choses qui vont nous mettre en émotion. Parce que, en fait, vous devez comprendre qu'une personne qui ne ressent plus d'émotion du tout, elle est morte. Et vous savez quoi? Vous tous, là, moi aussi, on en est parfaitement conscient. On sait que le contraire de la mort, c'est la vie. Mais ce qui exprime la vie, c'est notre capacité à ressentir des émotions. Et d'ailleurs, si on n'a pas de vraies raisons d'être exalté positivement, parce qu'on va vouloir se sentir vivant, on va être capable de créer des situations pour vivre des émotions négatives pour être sûr que je suis encore vivant. Un truc de malade. C'est-à-dire qu'on préfère souffrir que de ne pas ressentir d'émotion. Un truc de malade. Alors, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? 2 choses. La première, c'est intelligence et émotion. Ok? Moi, pour comprendre un concept, une fois encore, à chaque fois, je l'inverse. Tu veux comprendre l'intelligence émotionnelle? Comprends que chaque émotion, en fait, en vrai, est intelligente. Et que les émotions négatives, on va partir de ce postulat-là, n'existent pas. Ok, il y a des personnes qui disent « moi, je veux vivre des émotions positives, d'autres négatives ». Neuroscientifiquement parlant, une émotion, elle ne peut pas être négative. Elle peut être profondément désagréable, je vous l'accorde. Mais elle ne peut pas être négative, compte tenu de la raison d'être d'une émotion. Et c'est vrai que cette émotion, elle va dépendre de beaucoup de choses. Alors naturellement, il va y avoir le cadre de notre éducation. La façon dont mes parents géraient leurs émotions, il y a de grandes chances que je sois le même. En tout cas, ils vont m'offrir un modèle. À moi d'avoir la chance ou pas d'avoir d'autres modèles dans la vie. Ok ? C'est la raison pour laquelle c'est important de choisir ces modèles. Parce que l'une des premières sources d'intelligence émotionnelle, c'est la modélisation. La vraie question, c'est qui tu modélises ? Posez-vous cette question. C'est qui vos héros ? Si on devait demander à chacun d'entre vous, tiens, vous allez me jeter quelques noms comme ça. Si je vous disais, ton héros à toi, c'est qui ? Batman. Ah, Batman, la tristesse incarnée. Le mec, il a perdu ses parents très tôt, et il est tellement triste qu'il veut tuer tout le monde. Ok, Batman, vas-y. Qui ça ? Qui d'autre ? Superman. Ah, le pauvre. Ah, alors, Superman, quand même, le mec complètement abandonné dans sa vie. Ok ? Il est jeté de sa planète, orphelin à 2 ans, on dirait une espèce de scène de Dieudonné. Bon, la chance pour lui qu'il arrive sur une planète sur laquelle il a des super pouvoirs. Puis encore, il les assume pas, le pépère. D'accord ? Donc, le Batman, c'est le syndrome d'abandon. Batman, syndrome de tristesse, Superman, syndrome d'abandon. Vous avez dit qui encore ? Hein ? Laisse-moi te dire ce que je pense d'Emmanuel Macron. Et pourtant, il a du potentiel. Merci d'avoir coupé, les gars, c'est sympa. King Kong. King Kong. Eh bien, King Kong, lui, il va être dans sa dimension purement animale, le pauvre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de bol. C'est-à-dire que ça pourrait être un gorille normal. Maintenant, King Kong, t'as déjà vu sa meuf ? Bah, c'est pour ça qu'il est très en colère. Il n'en a pas. Et je vous rappelle une chose, c'est que King Kong, c'est certainement une femelle. Ah, excusez-moi, mais quand on regarde des gros plans de King Kong,
Un sexe de gorille en gros plan, excusez-moi. Je dis ça, je dis rien, mais depuis l'Empire State Building, on l'aurait vu de loin, hein, le pépère. Bon, maintenant, si t'as King Kong comme héros, faut vraiment qu'on parle. Mais comprenez en fait que nos premiers héros, mais pas simplement nos héros, nos grands modèles, sont des personnes qui vont nous inspirer dans leur façon de vivre. Et cette façon de vivre, elle va déjà organiser et structurer toute votre intelligence émotionnelle. Et en fait, le problème de l'intelligence émotionnelle va nous renvoyer à plusieurs choses. La première, qui va être essentielle, c'est la conscience de soi. Il n'y a pas d'intelligence émotionnelle sans conscience de soi. Maintenant, c'est quoi la conscience de soi? Et une fois encore, je vous rappelle juste cette chose qui est incroyable, c'est que dans la psychologie moderne, quand même, le soi fait référence à la profondeur, mais en fait, en vrai, le soi tel qu'il a été défini à la base était une dimension spirituelle. En fait, la conscience de soi, c'est aussi la conscience qu'on a ou pas d'avoir une dimension spirituelle. C'est la raison pour laquelle les personnes qui sont dans une démarche spirituelle vont avoir des réactions émotionnelles que les autres n'ont pas. Tu as des personnes qui, curieusement, parce qu'ils sont dans une démarche spirituelle, ne vont pas s'énerver d'une même situation. Tu te dis, mais dis-moi, ce moine, comment tu t'énerves jamais? Et là, le gars te dit, je suis très en colère. Mais alors pourquoi tu frappes personne? Parce qu'en fait, il a réussi à comprendre la logique de conscience de soi, mais au sens noble du terme. La conscience de soi, elle renvoie à est-ce que je suis l'observateur de moi-même ou pas? Je veux juste vous rappeler une chose qui est importante, c'est que la seule personne que vous ne voyez pas dans cette pièce, c'est vous. Et pour cause, c'est très compliqué de voir à l'intérieur. Ok? Et parfois, quand on voit à l'intérieur, quand vous faites une coloscopie par exemple, c'est là où tu comprends que quoi qu'il arrive, l'univers ne rentrera jamais dans l'anus. Jamais. Parce que tu viens de confirmer qu'à l'intérieur, il n'y a pas la place, quoi qu'il arrive. Si j'avais su qu'un jour, je dirais qu'un univers pouvait rentrer dans un anus, j'aurais pas fait toutes ces études. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc la conscience de soi, c'est d'abord une conscience qui va se jouer à plusieurs niveaux. Vous avez remarqué que, parfois, on dit à des personnes, il n'a pas le même niveau de conscience. Dans une de mes conférences, j'ai expliqué ce que j'entendais par le niveau de conscience. Et pour moi, l'une des meilleures façons d'expliquer le niveau de conscience, ça va se jouer à travers la conscience que l'on a des différentes strates de notre cerveau. Une conscience reptilienne, une conscience limbique et une conscience corticale. La conscience reptilienne, c'est la conscience de la survie. Ok? C'est-à-dire que si on reprend les événements de la fin de l'année avec des gilets de couleur jaune, qu'est-ce qui s'est passé? On avait des personnes qui, en haut, tout en haut, nous disaient « Vous savez, on a un plan pour la France ». Et il y a un mec qui est tout en bas qui disait « Non, mais quand ton plan, tu le bouges, moi, je suis en train de crever ». C'est-à-dire que ton plan, moi, je suis dans une conscience de la survie. C'est-à-dire que quand tu augmentes ne serait-ce que le prix de l'essence, je n'ai plus de quoi me déplacer au boulot. Si je perds mon boulot, je perds la seule source de revenus qui me permet déjà à peine de survivre. Donc tu ne comprends pas que la conséquence de ce que tu viens de proposer là, ce n'est pas possible pour moi. Et donc, quand on a des personnes qui sont dans une logique de fonctionnement reptilien, tu dois comprendre que tant qu'ils seront dans cette logique de survie, ça ne sert à rien, les beaux discours. Parce que le discours, il est cortical. Alors, tu peux mettre un peu d'affect à l'intérieur, ce qu'ils vont dire. Je comprends le français. Je compatis avec lui. Mais en fait, là, à ce niveau-là, lui, il n'en peut plus, là, que tu comprennes. OK? Il a besoin que tu lui dises « Hey, t'es en manque d'insécurité, je vais te l'apporter. Et il faut que je fasse des choses immédiatement pour ça. » Moi, je pense profondément que cette histoire des Gilets jaunes pouvait se régler en 2 semaines, avec un discours et des actes qui soient centrés sur « j'ai compris que là, vous ne pouviez plus ».
alors on va faire un retour en arrière. Le seul problème, c'est que nos gouvernants ont souvent un orgueil démesuré. Et que quand tu as un orgueil démesuré, tu ne peux pas mettre de l'intelligence dans ce que tu vas faire. On est quand même dans une ville qui s'appelle Paris. On a quand même un maire, une mairesse de Paris qui a dit, vous savez, on va fermer les voies sur berge parce qu'on veut de l'espace pour les Parisiens et puis on ne veut pas de pollution. Et puis après, tu as quand même tous les grands professeurs qui disent « Hey, je ne sais pas si tu es au courant, mais avec ce que tu as fait, le pic de pollution, il est insoutenable. » Et que, comme les voitures, elles stagnent, notre pic de pollution est plus important. Donc, en fait, ta théorie que tu pensais qu'elle était bonne, elle est mauvaise, en fait. Et que tu es en train d'engorger tout le système périphérique, et du coup, en fait, tu viens de bloquer Paris. Et quand tu bloques Paris, tu bloques la France tout entière. Vous savez le nombre de messages qu'elle a reçus en ce sens? Eh bien, il y a un moment donné, elle va dire « Non, parce que je suis le maire. » Et là, tu vas dire, les gars, vous ne pouvez pas déposer votre orgueil à un moment donné, parce que si tu ne déposes pas ton orgueil, en fait, tu ne peux pas gérer tes émotions. Vous allez voir qu'il y a un grand lien aussi avec l'orgueil et les émotions. Donc, la conscience de soi, pour revenir sur celle-ci, c'est quoi? C'est j'ai conscience qu'il y a un moment donné, ce que je suis est dans la survie ou pas. Donc, si je ne me sens pas en survie, je vais pouvoir entrer dans une conscience limbique. En clair, est-ce que j'aime ce que je suis en train de faire dans ma vie? Regardez, il y a plein de personnes qui vont dire « J'aime pas mon boulot, mais j'ai pas le choix. C'est alimentaire pour le moment, il faut bien que je bouffe. » D'accord? Il est en train de te dire « Hey, chouchou, j'ai une conscience reptilienne. C'est OK. OK? Et après, peut-être que quand les choses seront remises à la normale, il devra se remettre dans une dynamique et après il dira « Par contre, j'aimerais bien un peu plus tard, si c'est possible, faire un job qui me plaise vraiment. Et ce qui me plairait, c'est de faire ça et ça et ça. » Et ensuite, après, on rentrera dans une conscience corticale dans laquelle on va dire « Hey, par contre, pour faire ça, j'ai un plan. » Parce que le cortex, il a cette habilité de pouvoir projeter dans le futur. Tout le monde me suit jusqu'à présent? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour déjà avoir une bonne gestion émotionnelle, qu'on verra après, okay, il faut d'abord avoir une bonne conscience émotionnelle. Pour avoir une bonne conscience émotionnelle, il faut d'abord avoir une bonne conscience cognitive. Okay? Parce que je vous rappelle que quand on parle des émotions, en fait, on parle rarement des émotions. On parle des sentiments. Sentimental, un ressenti qui vient du mental. Mais que le schéma émotionnel lui-même, il est purement archaïque. Fais attention. Non, en fait... Ah, attention! Non. Bon, il y en a qui me connaissent quand même. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent « Eh, il va nous faire le coup de l'émotion. » Non, t'inquiète pas, il va être con 2 minutes, mais après, c'est normal. C'est-à-dire que quand je fais ça, il y a quand même des gens qui ont eu le réflexe de faire « Krav Maga !» Je me défends. Ouss. Même pas mal. Puis il y en a qui sont « Eh ben, il faut bien mourir un jour. » Donc tu vois aussi déjà le rapport à l'éducation des personnes. Et puis moi, de toute façon, mon héros, c'est King Kong. King Konga, maintenant que je sais que c'est une femelle. En fait, le vrai truc, c'est King Konga. Ça reste entre nous. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as peur, tu te protèges, puis après tu dis, mais non, lui, vraiment, il est ballot. Mais logiquement, vous avez remarqué là, l'émotion de peur, vous n'êtes pas dedans. C'est-à-dire que peut-être tu as eu peur à un moment donné, mais juste après, c'est redescendu. Parce que cette gestion reptilienne, tu dis, vas-y, protège-toi, tout va bien. Allez, vas-y, t'en fais pas. Parce que le reptile, il est là pour fuir, il est là pour se battre, mais il n'est pas là pour dire, bon, par quel endroit je vais l'attaquer? Je lui ferai bien peur parce que je sais que dans l'inconscient collectif, il a peur des reptiles. Alors je vais venir par ici, sur sa gauche. Parce que si je viens sur sa gauche, c'est le regard gauche qui va le voir. Donc directement en prise avec son cerveau droit. Logiquement, il aura très peur. La représentation du serpent. Non, le serpent, ou il bouffe ou il se casse. Okay? Mais après, je vous le dis, le serpent, il s'en fout de vous. Non, tu voudrais dire, quand même,
il s'est passé un truc entre nous, on a vécu une expérience sympa, ce serait bien que le serpent, il garde un bon souvenir de moi. Non, le serpent, il ne se souvient pas de toi. Le serpent, il s'en fout de toi, d'accord? Donc dans le truc reptilien, je me protège, après je suis cool. Ok? Par contre, dans la logique sentimentale, c'est plus la même chose. Parce que c'est un ressenti qui vient du mental. Et ce ressenti qui vient du mental, bon sang que je vais l'alimenter. Je suis en train de penser à cette conférence. Oui, j'y pense. Et j'imagine vos regards. J'imagine que dans la salle, il y a les personnes donc, pour qui le modèle, c'est King Kong. Et franchement, ça fait flipper. Bon, j'ai de la chance. Je vais commencer à me raisonner, me dire, celui qui m'a dit ça est belge, c'est normal. T'es le seul ce soir, je suis obligé, excuse-moi. Je suis obligé. Et comme je sais que cette émission sera, cette conférence va être retranscrite sur YouTube, ben sachez que je vous aime les Belges. Voilà. Et qu'heureusement que vous êtes ouverts, parce que franchement, on aurait fait la guerre depuis bien longtemps. Hein? Par les meilleurs en Belgique. J'ai été formé par les meilleurs, je tiens à préciser, parce que je n'ai jamais eu une formation aussi bonne en Belgique qu'ailleurs. Ça aussi, c'est important. Donc, on va avoir une conscience, on va avoir des sentiments, et ces sentiments, c'est vraiment, en fait, ça va être lié à notre représentation mentale. Comprenez que les représentations mentales que j'ai vont générer un état interne qui, lui, va dire à ma dimension physiologique, fais quelque chose. La difficulté avec les sentiments, c'est qu'un sentiment, ça peut être très stable dans un esprit. C'est-à-dire que je peux rester plusieurs heures, voire plusieurs jours sur un sentiment. Par exemple, vous avez en face de vous un champ... franchement, je peux me permettre, parce que je ne me la pète pas souvent avec mes études, mais là, je vais me permettre. J'ai un bac plus 10 en boudage. Ah ouais. Ah non, mais tu sais comment c'est con le boudage? C'est-à-dire que tu t'es engueulé avec ta femme. Et à un moment, tu fais « À partir de maintenant, je rentre en mode boudage. » Et là, tu boudes. Et quand tu boudes, ça veut dire que tu fais du boudin. Alors, j'ai eu une femme très patiente parce que quand on s'est rencontrés, je pouvais faire du boudage à peu près 48 heures. Pendant 48 heures, tu as un mec qui fait... Tu lui parles, fait « Je boude. » Non, mais on va pas s'engueuler. Je suis encore dans le boudage. Laisse-moi encore 2 heures de boudage. Et elle, en fait, elle avait trouvé le moyen. Elle me disait « Combien de temps de boudage ?»« Pardon ? Non, tu vas... Dis-moi jusqu'à quelle heure tu boudes, et puis après, je viens te voir. » Ah ouais ? Eh ben, je boude encore 2 heures. Ok, je m'attendais à plus. Et elle revient 2 heures après, et j'ai fermé mon boudage. Et puis un jour, j'ai compris que le boudage, c'était de l'orgueil. Et un jour, j'ai compris que l'orgueil, c'est la dignité des nuls. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Si je fais du boudage, c'est que je fais de l'orgueil. Si je fais de l'orgueil, c'est la dignité des nuls. Donc, je suis un gros con. Donc, ce serait bien que je limite cette part de gros con en moi. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai commencé en vrai à essayer de mettre de l'intelligence dans quelque chose qui ne l'était absolument pas. Alors, je prends cet exemple-là parce qu'il est drôle, mais il va se passer à cette période-là 2 choses dans ma vie. La première, je vais avoir une personne qui, pour la première fois, ne va pas me confronter dans mon boudage. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui boude et que tu dises « Bon, allez, t'arrêtes de bouder maintenant !» Mais figure-toi que je boude si je veux et que je suis même encore capable de bouder 48 heures de plus. D'ailleurs, je suis parti pour 48 heures. Et je te rappelle que j'ai un bac plus 10 en boudage. Et que quand on fait du boudage, il ne faut pas me faire chier. Parce que si tu me fais du boudage, imagine, tu fais du boudage à 44 heures de boudage. C'est dommage. Je repars pour 48 heures. Tu t'es chopé 4 jours de boudage. OK ? Et toi, pendant 4 jours, tu as le sentiment d'être nul. Mais en fait, au fond de toi, tu veux arrêter de bouder. Toi, tu dis, bon, arrête de faire ton boudage. Mais il y a ton orgueil qui fait, mais quand même.
si tu arrêtes de bouder, tu lui donnes raison. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Alors je vais bouder encore un petit peu. Et je suis devenu comme ça un expert en boudage. Jusqu'au jour où j'ai eu une personne qui m'a confronté sur mon boudage. J'ai eu une personne qui était experte en intelligence émotionnelle, qui m'a dit « C'est un peu con le boudage ». Bon, elle ne me dit pas ça quand je suis en boudage. Parce que c'est le con le boudage, quand quelqu'un il boude, il reboude. Et tu reboudes 2 fois plus. D'accord ? Mais quand la personne elle n'est plus en boudage, et que tu lui dis « Bon, viens, on parle de ton boudage », et que tu dis « Quand même, est-ce que tu as remarqué que tu as les comportements d'un enfant d'à peu près 4-5 ans qui fait du football ?» Et là, tu te dis « Bon, il faudrait peut-être que j'arrête le boudage. » Et quand elle a commencé à me dire « Combien de temps de boudage ?» En rigolant. C'est-à-dire qu'on s'engueulait un petit peu pied. « Ok, je sais que tu vas partir dans le boudage. Ok, écoute, vis ton boudage, juste dis-moi combien de temps. Et regarde, si tu peux réduire le boudage, ce serait bien qu'on évite de bouder ce soir. Parce qu'on boude maintenant et arrête-toi juste avant qu'on sorte. » J'ai compris que je pouvais donner du temps à mon boudage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je deviens un expert de la gestion du temps en boudage. C'est-à-dire que j'ai déjà passé un cap, les chouchous. Je ne suis plus un boudeur normal, comprenez. Je suis un boudeur professionnel. C'est-à-dire que je suis capable d'être en gestion complète de mon boudage. Et là, je lui dis, OK, alors laisse-moi bouder. Mais avec une vraie intention de boudage. Curieusement, 2 minutes avant la sortie, je ne boudais plus. Et j'ai compris que j'avais du pouvoir sur mon boudage. Et j'ai pris une décision une année. Cette année, le boudage ne me contrôlera pas. Je contrôlerai mon boudage. Ouais. Et alors là, je sais ce qui se passe dans vos têtes. Il y en a qui se disent « Dire que j'ai payé pour ça. J'ai payé pour que ce mec me raconte son rapport au boudage. » Mais c'est très important. Parce qu'en fait, ce que mon épouse elle a fait, c'est qu'elle a commencé à dire « Hey, mets de la conscience là-dedans. Mets un peu de raison là-dedans. » Et je vous disais qu'il y avait 2 événements qui avaient marqué ça. Parce que, une fois encore, pour moi, le boudage, c'était un mode de fonctionnement. Je sais, c'est con, et on va se dire, les mecs, c'est pas la peine de faire autant d'études en neurosciences et être un boudeur. Bah, c'est con. Chacun son défaut. Moi, j'étais boudeur. OK ? Et je défie les hommes de ne pas être boudeurs dans cette pièce. On a tous un côté boudeur. Ça fait partie de l'homme. Enfin, de l'homme abouti quand il n'aime pas King Kong. Et donc, à cette époque-là, je vais faire un rêve. Je viens d'avoir... Il y a ma fille qui est ici, donc Shani. On peut l'applaudir parce qu'elle est très belle. Voilà. Shani, quand je l'ai eue dans ma vie, c'était une révélation sur ce qu'est la beauté. J'étais d'une fierté, c'est-à-dire que je l'affichais de partout. J'avais cette capacité à la porter comme ça sur le ventre, je la montrais à tout le monde. Oui, c'est ma fille. Elle est très belle, oui. C'est ma fille. C'est ma fille, elle sera très intelligente. Oh, je pense qu'un jour, elle fera un MBA. Non. Et puis après, j'ai eu mon fils Kinjin. Il avait de l'acné. L'acné du nourrisson. Est-ce que tu peux imaginer que ton enfant, il a de l'acné ? J'étais super vexé. J'ai dit, mais tu vois, attends, ta sœur, quand elle est venue, c'était un canon. Pourquoi t'as de l'acné ? Faut que je te présente aux autres. Alors ma fille, je savais quand tu disais oh, qu'est-ce qu'elle est belle, je savais que c'était vrai. Et quand tu présentes ton fils, il est mignon. Avec ce petit pas de recul, on va te dire pourquoi il a de l'acné. C'est-à-dire que mon fils, ce qu'il ne savait pas, c'était qu'il était tellement en avance, c'est qu'il faisait déjà sa crise d'adolescence. Kenji avait une autre particularité, c'est qu'il avait une pliure au foie. Et quand on a une pliure au foie, c'est-à-dire que l'enfant, tu ne peux pas l'allonger. C'est que mon fils devait dormir à 45 degrés. Le problème, c'est que quand tu mets un nouveau-né sur un lit à 45 degrés, le matin, tu le retrouves dans les barreaux.
Et là, tu sais que tu n'es pas un bon père. Donc, j'avais décidé de faire un truc, c'était de lever mon lit à 45 degrés, de dormir avec mon fils dans les bras, ok, et dès que, parce qu'il était allaité, il avait besoin, je le retournais, il tétait le sein, je le retirais. J'étais super organisé dans le tétage de sein avec le fils. C'est-à-dire que je suis aussi bon en stoppage de boudage qu'en tétonnage. C'est une technique, le tétonnage sur le côté, comme ça. Et à cette époque-là, je vais faire un rêve incroyable. Je vais rêver que mon fils, il a un problème cardiaque. Mais dans mon rêve, il est plus âgé. Et dans mon rêve, je rêve que c'est moi qui vais lui donner mon cœur. Et dans mon rêve, je rêve de la conversation que j'ai avec le chirurgien pour lui dire « Je vais me suicider devant toi, il faut que tu prennes mon cœur pour mon fils. » Et dans mon rêve, je me dis « Attention, avant de faire ça, il faut que tu transmettes à ton fils ce que tu avais envie de lui transmettre. » Et à ce moment-là, heureusement, je me réveille. Un petit peu de boudage pour être en forme. Et je suis reparti dans ma journée. Mais je me suis dit, c'était un rêve tellement puissant, je ressentais tellement d'amour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand vous dormez avec votre fils comme ça, dans vos bras, pendant plusieurs mois, à 45 degrés, et que toute la nuit, vous avez son souffle dans votre cou, ça ne laisse pas anodin. Il se passe une... Non, surtout pas. C'est normal. Voilà, c'est ce que tout père doit faire. Et que tous les pères du monde entier vont faire. Parce que c'est comme ça. Mais ma relation que j'avais avec lui, elle était exceptionnelle. Et cet amour-là aussi que j'avais, c'est-à-dire que du coup, je lui pardonnais son acné. Première chose. Et la deuxième, c'était de dire, je vais écrire un bouquin de ce truc-là. Et j'ai décidé d'écrire un roman. Et j'ai commencé à me mettre en quête d'un roman. Et cette quête du roman, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'elle m'a amené dans une logique d'une conscience de soi que je ne savais pas être capable d'avoir. Vous savez, on parle de la pleine conscience. On vous dit qu'il faut retourner au présent. Ok? Être présent à ce qui se passe. Mais quand vous voulez écrire un bouquin, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que quand tu écris un livre, alors, je ne parle pas des bouquins que j'ai écrits sur le coaching ou sur la mécanique quantique, c'est des trucs vraiment... voilà. En revanche, quand tu écris un roman, tu dois faire passer une émotion. Et en fait, pour faire passer une émotion dans un livre, c'est hyper complexe. Parce qu'il faut que, à travers les lignes, la personne se représente tout ce que je vous expliquais tout à l'heure à travers le cinéma. Vous me suivez ou pas? C'est-à-dire qu'à travers le livre, il faut qu'il puisse percevoir une musique, une ambiance, un regard, un souffle, une émotion, une intention, des odeurs. Et j'ai compris que, en fait, pour faire ça, il fallait que je décrive avec le plus de précision possible ce que la personne, en l'occurrence moi qui étais dans le bouquin, allait vivre. Et j'ai vécu comme ça, à peu près 2-3 mois, dans une putain de pleine conscience qui devenait particulière parce que ça me déconnectait un peu de la réalité. Par exemple, quand tu écris un bouquin et que tu te retrouves à aller voir ton oncle qui est à l'hôpital, que tu l'attends en bas dans une espèce de cafétéria, à ce moment-là, tu deviens hyper vigilant de tout. Tu vas percevoir le contact du regard de l'infirmière qui est compatissante avec le malade, qui est intubé de partout, dans ce regard du style « Profite mon chouchou, ça ne durera pas ». Ou alors, les odeurs persistantes. On a beau être dans une cafétéria, tu sais que tu es dans un hôpital. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un arrière-plan d'ammoniac qui traîne dans l'atmosphère. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point on pouvait être conscient quand on a à retranscrire les choses. Mais j'ai aussi remarqué une chose importante, c'est que quand il s'agissait de mes émotions et que je devais les décrire, au départ, j'avais rien. C'est-à-dire que quand je voulais décrire dans ce bouquin ce que j'étais en train de ressentir,
J'avais beaucoup de mal en vrai. Pourquoi je pouvais décrire toutes les situations sauf mes émotions? Parce que en vrai, je n'étais pas en contact avec mes émotions. Et quand j'ai commencé à dire ok, sois précis dans ce que tu ressens. Ce que tu ressens, c'est chaud ou froid? C'est plutôt chaud. Où est-ce que tu le ressens physiquement? Et là, je vais me rendre compte qu'il y a des émotions que je ressens là, d'autres que je ressens ici, d'autres ici, et puis d'autres ici. Ah, vous êtes vraiment tordus. Il avait raison, Fabrice. Vous n'êtes pas bien dans votre tête. Hein. Je ne sais pas à qui vous pensez, peut-être à King Konga. Parce que ce soir, j'ai quand même lancé une énigme. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez, la prochaine fois que vous verrez King Kong, vous ne le verrez plus jamais de la même façon. Et je vous jure une chose, c'est que vous allez chercher. Vous allez regarder si... Est-ce que David avait raison? Chérie, il faut vraiment qu'on achète une télé 3D. Mais à ce moment-là, j'ai compris aussi que plus je mettais de la conscience dans mes émotions, plus j'essayais de les expliquer, plus d'abord j'étais capable, dans un premier temps, de les identifier, et plus cette conscience me permettait aussi de les contrôler. C'était assez bizarre comme ressenti. Vous me suivez? C'est-à-dire que plus j'étais capable de détailler ce que je ressentais profondément, et plus je me rendais compte que ce simple geste, cette simple action, me permettait parfois, après, de me détacher de l'émotion. Ok? J'ai développé en fait à ce moment-là ce qu'on appelle une conscience de soi, qui est particulièrement limbique, d'accord? J'ai développé une conscience de mes émotions. Et en fait, c'est le prérequis pour gérer ces émotions. C'est-à-dire que si tu veux gérer tes émotions, mais que tu n'es pas capable de dire ce que tu ressens, ok? C'est complexe quand même. Et puis après, quand tu analyses quand même l'intelligence émotionnelle, on va te dire que émotion, ça vient de « et » movere, et vers l'extérieur, movere mouvement. Et on va te dire, l'émotion est en fait la capacité que l'inconscient il a de communiquer à la partie consciente qu'il doit poser une action en regard de ce qu'il est en train de vivre. Émotion. Si vous allez du côté américain, Tal Ben-Sar, qui partage sa vie entre Israël et les États-Unis, qui a beaucoup écrit sur la psychologie positive, c'était le professeur émérite d'Harvard. Et je rappelle que c'est l'homme qui a totalisé le plus grand nombre de personnes à ses cours de toute l'histoire d'Harvard, sur son cours au bonheur. Et Tal, lui, il vous dira, en fait, emotion, c'est emotion. Et le I d'aujourd'hui, c'est de l'énergie. Ok? Tout ce qui a I, quelque chose, c'est de l'énergie. Le I, c'est l'énergie. Et en fait, on vous dira qu'une émotion, c'est de l'énergie qui est en mouvement. À partir du moment où je vais développer une conscience de soi que, finalement, cette émotion, c'est quelque chose qui m'est envoyé de mon inconscient, ok? Et au passage, je ne sais pas si tu es encore là, Fabrice, mais il faut que tu ailles regarder... Ah bon, Fabrice. Il faut que tu ailles regarder du côté de l'université d'Edmonton en mécanique quantique appliquée. Et c'est là où tu auras l'information, mais je te la transmettrai. C'est là où tu as l'information des 2000 bits secondes et des 400 milliards de bits secondes, qui sont super cohérents, en fait, en vrai. Parce que... et il y a d'autres études qui montreraient qu'on a peut-être plus que 400 milliards de bits secondes, en vrai. Okay, compte tenu des interactions, parce qu'on avait mesuré que le système neuronal, mais il y a aussi un système d'échange au niveau glial, et que si on le prend en compte, je vous rappelle qu'on a 3 à 5 fois plus de cellules gliales dans le cerveau que de neurones. Et que si dans le temps on écrivait l'homme neuronal, aujourd'hui on commence à écrire l'homme glial, c'est qu'on va commencer vraiment à comprendre l'impact des glies, en fait, des cellules gliales sur notre cerveau. Petite parenthèse. Mais, une fois encore, ces 400 milliards de bits secondes sont en train de nous dire « Hey, il se passe quelque chose, j'ai tout vu, je te connais, j'ai filtré dans tout ce qu'il y a dans ton cerveau ce que tu as déjà vécu qui se rapproche, ou, chouchou, j'ai regardé ce que tu vis, tu ne l'as jamais vécu,
Et là, ça va plus être les mêmes systèmes, parce que le premier système, c'est le système amygdalien, d'accord, qui va le gérer. Le deuxième système, c'est le noyau codé dans le cerveau qui va le gérer. Tout ce qui est lié à un futur, tout ce qui est lié à une nouvelle expérience, noyau codé. Tout ce qui est lié à « je vis une expérience et j'ai vécu quelque chose de similaire », système amygdalien. Et le système amygdalien, c'est un gros jukebox. Un jukebox qui dit « Ok, tu as vécu cette expérience, regarde. Quand tu as vécu cette expérience, on va chercher le disque, ça a joué ça comme musique. Et nous, c'est « Tu as eu cette expérience, on va chercher le disque, ça a joué ça comme émotion. » C'est la raison pour laquelle parfois, une seule expérience que tu as eue, une seule, par exemple, de prise de parole en public, et ça s'est pas bien passé, et après on te dit « Hey, le boss, il pense à toi. Je pense que tu as toutes tes chances. Il voudrait voir comment tu te comportes en réunion. Donc ce que serait bien, c'est que la prochaine réunion, il va y avoir les 20 boss, et ben si tu veux bien, c'est toi qui vas faire la présentation. » Ça ne va pas être possible. Pourquoi ? Parce que je vais bouder. Je vais appeler David Lefrançois, parce qu'il donne une formation en 3 mois pour devenir un grand boudeur professionnel, avec les neurosciences. Une expérience, tu as eu une expérience quand tu avais 16 ans, que tu as pris la parole en public, on s'est moqué de toi, tu as eu une expérience, et là, tu es dans un contexte qui est différent, avec des personnes différentes, avec des attentes différentes, avec quelqu'un qui est positif avec toi. Tout le contexte, il t'est favorable. Et toi, tu dis, c'est pas possible, je le sens pas. Et une fois encore, ça veut dire une chose aussi, c'est que tous ces systèmes de pilotage automatique que nous avons, parfois, ils sont fantastiques, mais ils sont aussi profondément limitants. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, dès que je vais avoir quelque chose de rapprochant, c'est mon système amygdalien. Dès que je vis une expérience nouvelle ou que je vais vivre une expérience nouvelle, c'est mon noyau codé. Ok ? Si vous regardez dans les atlas de cerveau, vous verrez, c'est marqué codet nucleus. Ok ? Le noyau codé, CUD. Et en fait, le noyau codé, il a une particularité, mes chouchous, c'est que quand vous avez un enfant et qu'on fait une échographie, vous allez voir que le médecin va mesurer le cerveau et selon l'évolution de la taille du cerveau, il va vous dire il est bien, il n'est pas bien, il y a un risque. Ok ? Ça veut dire quoi, en vrai ? C'est-à-dire qu'il y a des standards d'évolution dans le cerveau et qu'il y a des choses dans le cerveau qui, pour beaucoup, sont exactement la même chose pour tout le monde. Pourtant, le noyau codé, il va être chez certaines personnes plus épais que d'autres. Et tu vas voir que si tu as un noyau codé épais, il y a de grandes chances que tu aies peur de l'avenir. Que si tu as un noyau codé qui n'est pas épais, l'avenir ne te fera pas peur. On sait par exemple qu'une personne qui va choisir une carrière dans laquelle la fonction sécuritaire est importante, décoder par exemple un fonctionnaire, qui va s'assurer, et ce n'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, hein, c'est un choix et c'est ok, on a besoin de fonctionnaires. Okay, mais pourquoi certaines personnes vont faire le choix d'avoir une carrière fonctionnaire ou pas ? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est de dire, ok, je suis fonctionnaire, je n'aurai pas les plus gros salaires de la planète, mais ça sera récurrent et ça va venir tous les mois et ça sera une certaine forme de sécurité. Okay ? Eh bien, on sait que les personnes qui vont épouser la carrière de fonctionnaire comme une vocation ont un noyau codé épais. Que les personnes qui vont être entrepreneurs vont avoir un noyau codé qui n'est pas épais. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais ok, comment on fait ? Parce que mon amygdale, il fout le bordel. Si en plus, mon noyau codé, il fout le bordel, comment je gère toutes mes émotions, moi ? Très simple. Grâce au plus bel apprentissage qui existe dans l'univers des neurosciences. Pour moi, quand j'ai compris cette phrase que j'ai répétée des milliers de fois, je ne pourrais pas dire que je ne l'ai pas dit. Le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation inventée de toutes pièces. Quand je comprends cette assertion et que je l'utilise et que je la mets au service, par exemple, de mon système amygdalien, il est en train de dire « Chouchou, tu as vécu quelque chose, ça ne s'est pas bien passé. » Ok ?
Mais moi, je sais que lui, il s'en fout de savoir si l'expérience que tu as vécue ou pas, elle est vraie. Je vais quand même vous dire une chose. Mon épouse Sarah, dans le temps, s'est mise à fumer parce que dans un rêve, elle avait kiffé. Heureusement qu'elle n'a pas passé la nuit avec Brad Pitt. Fume, c'est bien. C'est bien, ok. Mais une fois encore, ça veut dire qu'elle me disait, mais j'avais tellement pris de plaisir. C'était une petite cigarette, une cigarette honnête, ok. Le cerveau, il n'a pas fait à ce moment-là la distinction entre une situation réelle et une situation inventée de toutes pièces. Regardez d'ailleurs, c'est intéressant cette cigarette, je trouve ça juste fabuleux. La cigarette, elle vous prouve à quel point le cerveau, il est puissant. Vraiment. Parce que ta première taffe, quand tu la prends, ta toute première taffe, tu prends ton temps, et on te dit, non, avale. Je vais le faire. Si tu crois que je ne vais pas le faire, je vais le faire. Je suis un bonhomme ou je ne suis pas un bonhomme? Pas parce que je boude de temps en temps que je ne suis pas un bonhomme. Et là, ce que tu envoies à l'intérieur, c'est dégueulasse. Le goût, il est infâme. Tes poumons vont rejeter en disant « C'est quoi cette merde ?» T'as une haleine de chacal, t'as la tête qui tourne et t'as envie de vomir. Bon, si vous n'avez pas fait cette expérience, c'est que logiquement, vous n'êtes pas normal. Okay. Ou je le dirai pas parce que ça m'est venu déjà dans votre tête. Comme quoi, King Kong est partout. Une fois encore, comprenez une chose. C'est que mon corps, il va m'envoyer un message, c'est pas bon. Mais mon cerveau, ma tête, va dire, hey, quand même, c'est pas bon, mais quand tu le fais, t'as de l'approbation sociale. T'es un bonhomme. Parce que tu fais qu'est-ce que tu veux, parce que personne ne doit te dire que ce que tu dois faire. Parce que t'es un rebelle dans la vie. Et si t'es un rebelle dans la vie, eh ben, tu vas aimer ça. Et c'est bizarre. Bon, il y a en plus quelques substances chimiques qui vont aider. Mais rapidement, tu vas dire, je kiffe, non, je kiffe. Je vois pas du tout. Tu sais, moi, la cigarette, c'est mon second souffle. Puis c'est vraiment plus classe, c'est vraiment plus sympa de passer une soirée avec une bonne clope, non? Par exemple, si je te drague, mais j'ai pas ma clope, comment je fais? Je te drague pas. Mais avec la clope, ça me donne une constance que je n'aurais pas. Donc tu sais quoi, petite? Tu vas tomber. Oui, ce soir, tu vas tomber sous mon charme parce que je fume. Et comme je suis tellement persuadé de ça, je n'arrêterai jamais de fumer. Petite coquine. Parce que le jour où on te dit, il faut que tu arrêtes de fumer, comment je fais je perds mon pouvoir de séduction? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tu leur dis, t'arrêtes de fumer, tu as le sentiment de les émasculer quand même. Okay. C'est juste important de comprendre à quel point on peut s'auto-convaincre, même si quelque chose est mauvais, qu'au fond c'est bon. C'est ça la force du mental. C'est ça la puissance, et c'est cette puissance-là que vous devez mettre au service de vos émotions. Et comme un cerveau, il ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation inventée de toutes pièces, ça va commencer à devenir génial. Ça veut dire que, en fait, je me rappelle de mon scénario que j'avais à 16 ans, et je vais le revivre. Je vais y aller, mais cette fois-ci, je change la donne. Et je vais le faire en y mettant un maximum de sens. Je vais utiliser ce que tous les industriels du cinéma vont utiliser. Je vais utiliser toutes mes perceptions. Ok? Mais attention, je vais le faire magique. Ok? Ceux qui ont suivi la formation avec moi connaissent bien, on appelle ça la blonde américaine. Ah ouais. La blonde américaine, elle est extraordinaire. Alors, imaginons comme ça que vous soyez un réalisateur, mais que cette fois-ci, vous décidez de mettre en avant la blonde américaine. On a essayé avec les blondes françaises, ça ne marche pas. Alors sachez une chose, si vous êtes blonde, pas d'offense qu'avec les blondes américaines. Et la blonde américaine, elle est là chez elle, elle prépare du pop-corn. Oui, parce que la blonde américaine est addicte au pop-corn. Vous devez le savoir, c'est comme ça. Elle est en string, oui,
La blonde américaine, quand elle prépare du popcorn, elle le fait en string, sinon ça n'a aucun intérêt. Ça donne une certaine forme de saveur au popcorn. C'est bien connu aux États-Unis. Et puis tout d'un coup, il y a le téléphone qui sonne. Je fais très bien le téléphone aussi. Allô? Ce soir, tu vas mourir. Allô, quoi? Yannick, c'est toi? Non, c'est pas Yannick. Bon, Benjamin, je t'ai reconnu. Alan? Oui, c'est Alan, mais tu le sais pas. Parce qu'Alan est psychopathe dans la vie. Ok, c'est pas grave. Mais ce soir, je vais te buter. Et tout d'un coup, elle regarde sur son téléphone. Et c'est marqué « Home ». Pas comme « Home », la maison. Ah, lâche le téléphone. Et elle court dehors. Elle ouvre la fenêtre. Elle court à côté de la piscine avec un petit peu de fumée. Et elle court comme ça, avec les seins à l'air, comme ça. Je fais très bien la blonde aussi. Et là, la blonde, elle va se retrouver à faire des choix. Elle est dehors, elle a deux possibilités. Ou bien d'aller directement dans la ville, ou bien de contourner et de passer par la forêt. Elle se dit, le tueur ne connaît pas la forêt, je vais passer par la forêt. Alors elle court dans la forêt pour contourner la ville par la forêt. Parce que le bois de Boulogne, c'est quand même beaucoup plus sécure. Et là, à un moment donné, dans la forêt, elle va faire un autre choix. Pourquoi je ne sortirais pas du chemin? Je vais passer par les ronces. Si je passe par les ronces, ça ne sera pas bien pour lui non plus. Elle sort dans les ronces, elle court. Tu vois les déchirements, du sang qui saute, et tout d'un coup, tu entends « POUM !» Un sein qui vient d'exploser, ouais. Le sein gauche, juste là. Tout flétri, tout mou, ouais. Bah quoi? C'est un film américain. Elle court. Et la blonde américaine va s'arrêter en pleine forêt. Avec son sein. Attends, ça... Faut que j'arrête. Et là, elle entend du bruit. Par là. Elle fait « Qui est là ?» La blonde américaine a un problème d'oreille interne. C'est-à-dire qu'elle entend à l'opposé. Il y a du Dolby stéréo. Ben, il n'y a pas de stéréo chez elle. Il n'y a que du Dolby. Et là, le réalisateur, il va te faire un truc énorme. Il veut te faire vivre l'émotion la plus totale. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre une musique. Flippante, la musique. Tu sais qu'à ce moment-là, tu n'es pas en train de regarder Chapi Chapeau, quoi. Tu sais que tu es dans un vrai film d'horreur. Et tout d'un coup, le réalisateur, il va assombrir les lieux. Parce qu'il a compris que s'il y avait beaucoup de clarté, tu aurais les pupilles dilatées. Et du coup, quand tu as les pupilles dilatées, tu fabriques un peu plus de dopamine. Et quand tu fabriques un peu plus de dopamine, tu es énervé. Quand tu es énervé, tu ne peux pas ressentir quelque chose qui te fait peur. Donc, on va assombrir la scène. Et là, tu vas avoir un stoppage dopaminique. Quand tu as un stoppage dopaminique, ça ouvre à quelque chose qui s'appelle l'angoisse. Avec la musique d'angoisse. Et le réalisateur, il a dit, OK, on a joué sur le son, on a joué sur la couleur, sur le contraste, sur la luminosité. Il faut qu'on joue un autre truc, c'est-à-dire qu'on va faire croire aux téléspectateurs qu'un coup, il est le tueur, qu'un autre coup, il est la blonde. Et là, tu vas te mettre dans la peau du tueur. Comment tu sais que tu es dans la peau du tueur? Tu as une fonction un peu asthmatique. Et tu regardes à travers 2 trous. Et tu vois la blonde. Avec son... Je suis désolé, c'est le film. C'est pas moi. Et tu vois... Là, le mec, il a augmenté ton angoisse. Parce que tu as besoin de ventoline. Là. Rien que là, tu as envie de... Et tout d'un coup, il dit, bon, les mecs, le summum,
On va faire vivre la terreur aux téléspectateurs. On va le mettre dans la peau de la blonde. Et là, tu rentres. Tu sais que tu es la blonde parce que tu as la mèche blonde qui est là. Que dans ton relief, tu n'as qu'un sein. Et surtout qu'à ce moment-là, tu n'as plus aucune pensée. C'est-à-dire que là, en tant que téléspectateur, c'est hyper angoissant de ne pas pouvoir penser. Tu dis, mais comment, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de pensée. Oh, je suis la blonde. Oh, oh. Ah, j'ai une pensée. Merde, j'ai pas pris les pop-corn. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour te faire vivre l'émotion, on va t'associer. C'est pas, je vais te dissocier où je vois la blonde qui est là-bas avec le tueur qui est là-bas, ce qui serait franchement pas flippant. Je vais te faire vivre comme si tu y étais. Et vous allez vous apercevoir que ce jeu de réalisation-là, il va faire que tu vas y rentrer dans l'émotion. Et que t'as beau être là, avec ton paquet de pop-corn, ton Coca-Cola zéro, parce que ouais, faut faire attention aux calories, t'es bien assis, mais pourtant, tu flippes ta mère. Et c'est tout le problème, en fait. C'est que ça, là, si les réalisateurs ils réussissent à faire ça, c'est parce que nous, on a exactement la même chose dans nos têtes. Mais souvent, contre nous. C'est-à-dire que je vais réfléchir à cette conférence que je vais donner, et quand je me vois en train de bafouiller, d'avoir des personnes qui me regardent avec suspicion, avec distance, ou avec un pull devant le visage, avec un sourire qui fait flipper. J'imagine qu'un mec va me prendre comme King Kong comme héros. J'ai très peur à ce moment-là. Et je vais y être comme si j'y étais. Et là, en fait, curieusement, je suis déjà en train de programmer mes futures émotions. Alors que si je joue avec ça, et que je me dis, OK, David, imagine-toi, t'as que des personnes qui sont des chouettes personnes ici, avec des belles valeurs. Des personnes qui ont traversé tout Paris et parfois la France entière pour venir te voir, pour t'apprécier, pour partager parce qu'ils ont exactement la même vision du monde que toi. Qu'ils sont avec toi parce qu'en fait, ils sont comme toi. Qu'ils partagent exactement les mêmes valeurs de noblesse. Qu'en fait, tu vas avoir la chance de rencontrer tes chouchous. Tu vas avoir la chance d'être en contact avec des seigneurs. Et que tu vas voir qu'à ce moment-là, quand tu vas avoir 320 copains et copines dans la salle, quand tu vas leur demander de t'applaudir, ils vont t'applaudir. Et si moi j'imagine ça, c'est pas le même scénario quand même. Ça veut dire que cet événement futur qui aurait pu me faire peur, maintenant me fait envie. C'est-à-dire que plutôt que de rencontrer et de nourrir de la crainte, je suis déjà en train de nourrir de l'exaltation. Et vous savez ce qui va se passer dans l'exaltation? C'est que je vais avoir une source de plaisir. Et que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le plaisir, on aime le perpétuer. Donc comme je vais rentrer dans un scénario qui est ultra positif, je vais le répéter dans ma tête. Et à chaque fois que je vais m'imaginer en train de vous donner la conférence, je vais m'éclater. Je vais voir combien je suis bien, combien c'est bon, combien c'est chouette de pouvoir partager son intelligence, ses conneries aussi. Et que peut-être je leur avouerai que je suis un boudeur professionnel. Et je vais faire mon mea culpa et je m'engagerai peut-être à ce moment-là de ne plus jamais bouder. Parce qu'il faut changer dans la vie. Mais une fois encore, tout se passe ici. C'est-à-dire que la gestion de soi, ce que je vais vivre ici, c'est déjà pris racine dans ma conscience de moi ici-là. Et la conscience que, tu sais, j'ai peut-être eu cette expérience à 16 ans, mais en fait, être intelligent émotionnellement, c'est de mettre de la raison dans l'émotion.
C'est ça aussi. Et c'est pour ça que c'est une fonction corticale. Et c'est important que tu te dises à toi-même, « Hey, David, tu avais 16 ans. Tu étais incroyablement moche à 16 ans. » Non, franchement. Non, si. Yannick, tu as des photos et tu les as très largement partagées sur les réseaux sociaux. Certaines, en tout cas. Oui. En tout cas, je demandais à ma fille, à 16 ans, j'étais moche. Voilà. J'étais moche à 16 ans, franchement, mon cœur. Dis la vérité. J'étais affreux. On est d'accord. Non, mais c'est OK. Je serais encore affreux aujourd'hui, je me sentirais affreux, je vous dirais... D'ailleurs, j'aurais pas parlé de ça. J'aurais dit j'étais très beau à 16 ans, mais j'ai changé. OK ? Mais grâce à Dieu, il y a une évolution dans ce que je peux percevoir de moi. D'accord ? Donc je pourrais me dire, David, à 16 ans, tu étais moche, tu n'avais pas ces connaissances, tu n'avais pas cette énergie, tu n'avais pas cette compréhension, tu n'avais pas toutes les expériences que tu as vécues. Maintenant, compte tenu de tout ça, c'est obligé que tu vives quelque chose de différent. Et si à 16 ans, tu n'avais pas grand-chose à dire, peut-être qu'à ton âge d'aujourd'hui, 32 ans, ça veut dire qu'il faut que tu travailles sur tes croyances. Fabrice, croyances. Donc, à ton âge aujourd'hui, 31 ans, tu as d'autres choses à raconter. C'est-à-dire qu'en faisant ça, en mettant de la raison dans mon émotion, je peux déjà corriger mon système amygdalien. Vous me suivez ou pas ? Tout à l'heure, quand je me projette dans le futur, en train de faire quelque chose, et que ça se passe bien, je suis en train de dire à mon noyau codé, « Hey, c'est cool, je l'ai déjà fait. » Parce que ton noyau codé, lui, il a peur, parce que tu es en train de faire quelque chose sur laquelle il n'a pas de référence. Mais si tu lui dis, « Mais je l'ai déjà vécu, chouchou, je l'ai déjà vécu, et ça s'est super bien passé. » Et que tu le fais ça avec tous les sens. Tu fais ça dans une bonne ambiance, avec une belle musique derrière, en arrière-plan. Que tu fais ça où tu es complètement associé, que tu ressens les choses. Ça veut dire que ton noyau codé, en fait, lui, il ne pense pas que c'est quelque chose de nouveau. Il ne réagira que si et seulement si tu vis quelque chose de réellement nouveau. Mais si tu l'as déjà programmé, que tu l'as déjà vécu, lui, il ne va pas agir. Si c'est ton système amygdalien, du coup, qui va prendre le relais, qui va dire « Hey, il a eu plusieurs expériences. Une à 16 ans, et puis là, il a vécu un truc dans lequel ça se passe plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on fait ? Appelle le boss. Mieux, va le voir. Il y a le système amygdalien qui va aller voir la conscience, qui frappe à sa porte. Boss ? Oui. Je peux vous parler 5 minutes ? Bien sûr. Voilà, j'ai un petit cas de conscience là. Je dois envoyer des émotions. Mais le problème, écoutez-moi bien, c'est que il a eu une expérience, c'est sur la prise de parole en public. Il a eu une expérience qui n'était pas bonne et une autre expérience qui est bonne. Et donc, qu'est-ce que j'envoie ? De l'angoisse ou de la confiance ? C'est quoi la dernière expérience ? Il était bien ? Ok. C'est quoi la différence entre les deux scènes ? La première, il était jeune, la deuxième, c'était très récemment. Bon, tu vois bien que la première, elle ne sert à rien alors. Alors ce que je te propose, envoie-lui de la confiance. Parce que notre fonction, c'est d'être à son égard beaucoup plus bienveillant que lui ne pourrait l'être. Parce que je te rappelle que notre job, c'est de le préserver. Notre job, c'est de le sécuriser. Tu sais, s'il a eu 2 expériences et que tu lui envoies une expérience négative, il y a de grandes chances qu'il fabrique une croyance comme quoi qu'il arrive, cette expérience négative, elle aura conditionné toute sa vie. Mais il t'a montré qu'il peut vivre autre chose. Alors viens, on va lui envoyer une bonne émotion. Je te rappelle que notre fonction, c'est la sécurité du bonhomme.
c'est pas obligatoirement qu'il soit heureux. C'est sa sécurité. Mais dans ce cadre-là, pour le sécuriser, il faut lui envoyer de la confiance. Et regarde, quand tu lui envoies de la confiance, qu'est-ce qu'il en fait? Et après, on avisera. C'est-à-dire que vous devez comprendre que si vous commencez à développer de la conscience de soi, qu'est-ce que je ressens? Après, j'écoute le message de mon émotion et mauvais et vers l'extérieur en mouvement. C'est-à-dire que mon émotion est en train de me filtrer un message. Je ressens quoi? Je ressens de la colère. Ok, juste observe. Tu ressens de la colère. Où est-ce que tu ressens cette colère? Déjà, le simple fait de ressentir et d'identifier de la colère et de savoir où tu la ressens, tu es en train de dire à ton cerveau, attends, ne mets pas tout en automatique, je prends le relais là. C'est moi qui gère là cette fois-ci. Vous développez ce qu'on appelle une conscience émotionnelle. Vous avez remarqué que si vous allez dans tous les hôpitaux du monde, que vous avez une douleur, on vous dira, votre douleur, elle est à combien sur une échelle de 0 à 10? 10 étant, c'est très douloureux, et 0, vous ne ressentez rien du tout. Je suis au moins à 7. Ok. Pourquoi ils font ça? Parce que toutes les études sur la douleur ont montré que quand on est capable de conscientiser une douleur et de lui donner un nombre, ça donne la capacité au cerveau d'en prendre le contrôle. Et que très rapidement, sans même parfois qu'on vous le demande, quand il reviendra 10 minutes plus tard, elle est combien la douleur maintenant? Un petit peu moins. Pourquoi? Parce que avant, ma peur de la douleur, ce qui me met en panique, ok, la panique c'est quoi? C'est la peur de la peur. D'accord? Mais la peur de la douleur, comme je l'ai conscientisé, j'ai mis de la raison dans l'émotion, je suis déjà en contrôle. Vous me suivez? Donc quand tu fais ça avec ton émotion, et que tu dis, ok, qu'est-ce que je ressens? C'est où? Envahissant ou pas? Tiens, puis je vais m'amuser à faire un truc. Ma colère, sur une échelle de 0 à 10, elle est à combien? 10 étant, je suis dans une rage folle, et 0, je sens presque rien. Déjà, vous allez vous apercevoir que vous allez augmenter votre intelligence émotionnelle de folie. Après, on va aller dans la gestion émotionnelle. On va dire, ok, si cette colère, elle était porteuse d'un message, si cette colère, elle devait me dire quelque chose, elle me dirait quoi? Si cette colère est envoyée par mon inconscient, il veut m'envoyer quoi comme message? Et là, je vais rentrer dans de la gestion émotionnelle. Ma conscience émotionnelle va me permettre de pouvoir engendrer de la gestion émotionnelle et parfois même sans aucun outil, je vais m'apercevoir que je gère très bien mes émotions. Pourquoi? Parce que je viens de mettre de la raison dans l'émotion. Considérez toujours que l'être humain, il est fait de deux grands esprits, l'esprit émotionnel et l'esprit rationnel. Mais vous allez voir que quand vous débordez d'émotions, vous rationalisez plus. D'ailleurs, quelqu'un te dira le lendemain, tu sais, je suis désolé, hier, mes paroles ont dépassé ce que je pensais. Je ne voulais pas te dire ça, je suis désolé, je ne le pensais pas. Ben oui, mais tu l'as dit. Non, je te jure, je ne le pensais pas. Alors pourquoi tu l'as dit? Mais tu l'as dit parce que tu étais tellement dans l'émotion que tu ne rationalises plus. Quelqu'un qui est dans l'émotion, il ne rationalise plus. Demandez pas à quelqu'un de prendre une décision dans une émotion forte, qu'il soit amoureux ou qu'il soit en tristesse. Impossible. Ou alors vous êtes sûr d'une chose, les décisions qu'il va prendre, elles seront mauvaises. Non, on fait redescendre et après on réfléchit. Mais quand tu ne te laisses pas embarquer par ton émotion et tu commences à dire « Wow, qu'est-ce que je ressens là? Où est-ce que je le ressens? Tiens, si je devais le définir dans un bouquin, j'écrirais quoi? Si je devais maintenant lui donner une échelle de valeur, ça donnerait quoi? Et si enfin, j'écoutais le message. C'est quoi le message? Tu veux me dire quoi? Et j'écris le message. Et après, je me pose une question, parce que je me dis finalement, et mauvais ré et extérieur mouvement, ce que tu veux, c'est que je me mette en mouvement, que je me bouge le cul. Ok, compte tenu que maintenant, je ne me suis pas embarqué par l'émotion. Je suis dans le contrôle émotionnel. Que je connais le message. Maintenant, c'est quoi l'action que je dois poser par rapport à ça? Et je vais m'assurer de poser une action cohérente
bienveillante et écologique. Et ce que j'entends par écologique, c'est bon pour moi, c'est bon pour l'autre, et c'est bon pour l'univers qu'un jour, peut-être, je me mettrai dans l'anus. Donc c'est important d'en prendre soin dès maintenant. Fabrice, tu as ouvert des perspectives chez moi que tu n'imagines même pas. Je ne savais pas à quel point la mécanique quantique pouvait être aussi relayée et aussi intéressante. Il a quand même pris ma tour Eiffel et mon Playmobil, il l'a remplacé par un univers et un anus quand même, le mec. Très fort, très très fort. Mais comprenez une chose, c'est que si je m'amuse à faire ça, du plus petit au plus grand, c'est-à-dire régulièrement, tiens, juste maintenant mes chouchous, là maintenant, qu'est-ce que vous ressentez? Peut-être que vous allez regarder cette vidéo sur YouTube, parce que je la mettrai sur YouTube, et bien je vous dirai maintenant, juste maintenant, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez ou est-ce que vous le ressentez? On va juste aller agréable ou désagréable. Bon, vous savez quoi? Si c'est agréable, on va quand même l'évaluer sur une échelle de 0 à 10. 10 étant l'exaltation, le top of the world, et 0 étant c'est agréable neutre. Si vous êtes à 5, posez-vous la question, tiens, ben je décide moi-même de mettre le curseur à 6 ou 7. C'est-à-dire que c'est agréable, ben je vais décider que ce soit encore plus agréable pour moi maintenant. Si cette émotion positive, elle devait être porteuse d'un message. Pour moi, ce serait ce que je ressens, c'est de la gratitude. Sur une échelle de 0 à 10, je suis à 7. Alors tout de suite, je vais dire, viens, vas-y, passe à 8, chouchou. Soyons fous. Et maintenant, si cette gratitude, elle devait t'envoyer un message, ce serait quoi? Que je suis vraiment privilégié de pouvoir être en contact avec cette communauté. Si ce message, il t'invitait à une action précise, ce serait quoi? Fais-le plus souvent. Vraiment plus souvent. Et vous savez quoi? Après, je vais y aller. Parce que je viens de trouver un processus qui est bon pour moi. Vous me suivez? Maintenant, imaginons que vous regardez cette vidéo, et pas à cause de moi, mais que vous soyez dans un mood qui n'est pas très bon. Ou parce que vous avez rencontré quelque chose, une expérience dans la journée qui n'est pas bonne et que vous l'avez encore là. D'accord? Donc juste là, ce que je vais vous dire, c'est qu'est-ce que vous ressentez? Ok, tu ressens de la tristesse. Sur une échelle de 0 à 10, tu l'évalues à combien? Et puis, elle se situe où, ta tristesse? C'est là, moi par exemple, c'est là, mais toi, ça pourrait être là, pour avoir les boules. Ok, toi, tu me dis, tu sens la tristesse là, et, waouh, t'es à 9 en termes de tristesse. Décide maintenant de passer à 8. Imagine que ton cursus, il descend tout doucement. En fait, de mettre de la cognition dans l'émotion permet d'en reprendre le contrôle. Et après, si la tristesse, elle t'envoyait un message, ce serait quoi? Tu as perdu quelque chose d'important. Une personne que tu aimais. Ok. Si par rapport à ce message, je vais poser une action concrète, honore-le. Honore sa vie. Honore ses valeurs. Et tu sais quoi? Parle à un maximum de personnes de ce qu'elle t'a apporté dans ta vie. Juste pour être sûr que sa trace soit indélébile. Ben, vous savez quoi? Le simple fait de faire ça, ça s'appelle de la gestion émotionnelle. Et là, cette fois-ci, je vais mettre de l'intelligence dans mes émotions et je pourrais dire que je fais de l'intelligence émotionnelle. Donc mes chouchous, rappelez-vous toujours une chose.
Les émotions, ce n'est pas quelque chose dont on est à la merci. C'est bien aussi parfois d'être en roue libre par rapport aux émotions, par rapport à ce qu'on ressent. C'est bien de ne pas tout contrôler. Moi, par exemple, je suis un très bon public. Je pleure facilement à la télévision. Merde, quand même, un jour, j'ai pleuré devant Hannah Montana, quoi. À cause de toi. Non, parce que ma fille, elle était fan d'Hannah Montana. Donc un jour, on va voir le film Hannah Montana. Donc toi, tu regardes le film Hannah Montana, tu crois que c'est anodin. C'est pas anodin, Hannah Montana. Et quand j'ai vu la relation du père avec sa fille, j'ai pleuré. Et là, je me suis posé une vraie question. Suis-je gay? Non, tu peux pas être ceinture noire quatrième dan et pleurer pour Hannah Montana, c'est pas possible dans ma vision du monde. Et bien pourtant, à ce moment-là, accueille. Voilà. Ne le dis à personne. Garde-le pour toi le plus longtemps possible, parce que sinon, crois-moi que tout le monde saura que tu as pleuré pour Hannah Montana et ça va se dire sur tous les réseaux sociaux. Et en même temps, tout le monde s'en fout. Je voulais te remercier, Fabrice. C'est important d'avoir des personnes qui viennent. Et vous savez, parfois, nous, conférenciers, on arrive avec des exigences, avec de la testostérone, avec des conférences super bien préparées. Et moi, ce soir, tu m'as donné une leçon, Fabrice. Parce qu'au début, je me suis dit, mais quand même, il ne va pas prendre son papier. Je dis, mais si le con, il le fait, il le prend vraiment. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai tiré de ça? Et ce soir, en fait, tu nous as donné une leçon qu'on pouvait être vulnérable, en fait. Que c'est pas parce qu'on avait pour mission de raconter son histoire qu'on était obligé ou d'avoir surpréparé, ou d'être parfait. Et tu m'as démontré ce soir que, en étant vulnérable, on peut faire passer aussi de très beaux messages. Et c'est important que vous reteniez ça aussi ce soir. C'est-à-dire, être intelligent émotionnellement, c'est avant tout aussi apprendre à être OK avec sa vulnérabilité. Et alors même que tu sais que tu vas voir à peu près 640 yeux qui vont te regarder, te dire « je vais quand même prendre ma feuille ». Et de temps en temps, je vais la lire. Ça va faire flipper David de François. Mais je m'en fous. Parce que c'est important de comprendre que on peut tirer expérience de tout le monde. On peut tirer expérience de personnes. Il y a des personnes qui vont être ici, qui vont avoir super confiance en eux. Et puis il y a des personnes qui vont se dire « hey, moi j'ai besoin d'un papier. Mais par contre, j'ai des choses à te raconter qui sont intéressantes. » Et une fois encore, ce que je disais à Martin, je trouve que la réussite de « et tout le monde s'en fout », c'est vraiment ça. C'est un truc où je vais prendre le risque de tourner un mec dans un garage avec un décor qui change, il faut regarder les détails, avec un décor qui change, mais que tout le monde pourrait créer, avec très peu de matériel, et avec rien, je vais quand même capter l'attention de tout le monde. C'est-à-dire que ce rien, pour être dans ce rien, il faut avoir beaucoup. C'est-à-dire que moi, je pense au contraire que tu es un très grand réalisateur. Mais tu vois, tu nous as donné aussi une autre leçon ce soir, c'est que je ne peux vivre et être ce à quoi je renonce profondément. Et peut-être que, je ne sais pas si tu es dans l'illusion fantasmée d'être un grand réalisateur, mais en tout cas, aujourd'hui, à travers ce que tu fais et ce que vous faites avec ton équipe, vous êtes en train de montrer que la créativité, le bon sens, la qualité, parce que c'est vraiment quali, ça paye. Et qu'on peut très bien ne pas du tout appartenir à cet univers et réussir. Donc ce soir, ce que vous devez garder cette soirée de potentiel, c'est deux choses. Vous êtes le fruit de l'ensemble de vos croyances. Et que ces croyances, il vous appartient de les remettre en question.
Parfois même, il vous appartiendra de les remettre en cause, ces croyances. Et ce n'est pas parce que vous remettrez en question ou en cause vos croyances que vous allez être quelqu'un d'autre. Ça, c'était aussi important dans ton message. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pas parce que je quitte mes croyances que finalement, je suis quelqu'un d'autre. Je peux être qui je suis, continuer à être qui je suis, mais je vais faire évoluer mes croyances. Donc faites évoluer vos croyances. Rappelez-vous également que plus vous apprendrez à ne pas éviter vos émotions. C'est sûr que les émotions agréables, on les veut, on s'y jette dedans. Mais les émotions désagréables, on y va rarement. On essaye de les contourner. On essaye de les éviter. Si on peut éviter la situation, encore pire. Non. Vas-y. Vis l'instant et développe ta conscience émotionnelle. Parce que si tu arrives à faire face à cette émotion au moment où tu la vis, parce que tu mets de la conscience à l'intérieur, la prochaine fois, cette émotion, elle aura beaucoup moins de pouvoir sur toi. Et chaque fois que tu vas avancer, chaque fois que tu vas progresser, ton identité, cette fois-ci, elle va grandir. Merci beaucoup.